Bonjour à tous et bienvenue sur Secrets Intimes. Je suis votre hôte, Oten, et aujourd'hui, j'ai une histoire choquante à vous raconter, tirée des confessions les plus intimes d'Internet. Que feriez-vous si la personne en qui vous aviez le plus confiance se révélait être votre pire cauchemar? Êtes-vous prêts à découvrir jusqu'où peut mener la jalousie et l'obsession? Attachez vos ceintures, car cette histoire va vous secouer jusqu'à la moelle. Prêts à commencer? Je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, et je ne pensais jamais avoir une histoire aussi incroyable à raconter. Pourtant, les événements récents m'ont poussé à partager cette expérience bouleversante qui a changé ma vie. J'étais marié à Cassandre, 35 ans depuis 6 ans. Notre union n'était pas parfaite, mais elle n'était pas non plus catastrophique. Nous nous étions rencontrés sur les réseaux sociaux et une étincelle avait jailli entre nous. La période des fiançailles avait été merveilleuse et j'avais été particulièrement vigilant quant aux signes avant-coureurs d'une relation toxique. Ayant grandi avec une mère abusive envers mon père, je ne voulais en aucun cas reproduire ce schéma. N'ayant rien décelé d'alarmant, nous nous sommes mariés et tout semblait aller pour le mieux. Malheureusement, 2 ans après notre mariage, de violentes disputes ont commencé à éclater environ une fois par mois. C'était épuisant, mais je faisais de mon mieux pour arranger les choses. Après tout, notre relation avait bien commencé, et je pensais sincèrement que nous pouvions identifier et résoudre nos problèmes. J'ai proposé à plusieurs reprises une thérapie de couple, mais après une seule séance, Cassandre a refusé d'y retourner. Je pense qu'elle n'avait pas apprécié que la thérapeute ne prenne pas systématiquement son parti. Il est devenu évident que Cassandre avait développé un tempérament colérique qui n'existait pas auparavant. Je supposais que cela était lié à la perte de son père, mais je n'en étais pas certain. Elle ne cassait jamais rien et ne blessait personne physiquement, mais ses éclats de voix étaient fréquents et intenses. Avec le temps, nous avons fini par simplement coexister. Il y avait encore de bons moments, mais ce n'était plus la relation forte et passionnée que nous avions connue. Malgré tout, j'étais toujours amoureux d'elle. Je savais que si les choses ne changeaient pas dans les années à venir, nous nous dirigerions probablement vers un divorce. Cependant, je voulais donner une chance à notre mariage, car je n'ai jamais considéré le mariage comme quelque chose dans lequel on entre et sort à la légère, sauf en cas d'abus, d'infidélité ou d'autres problèmes majeurs. Je ne suis pas cadre supérieur dans mon entreprise, plutôt un employé de niveau intermédiaire. Cependant, je dois souvent voyager pour le travail. C'est lors d'un de ces déplacements que tout a basculé. J'étais parti pour un salon professionnel de 4 jours, mais nous avons été rappelés après 3 jours en raison d'une urgence au bureau. En bon employé, je me suis empressé de rentrer. Je n'ai pas prévenu Cassandre de mon retour anticipé, principalement parce que je voulais lui faire une surprise. Notre relation s'étant enlisée dans la routine, je pensais qu'un peu de spontanéité pourrait raviver la flamme. Le jour de mon retour, j'ai acheté ses fleurs préférées avant de rentrer à la maison. J'avais ma clé, donc je suis entré sans sonner. Sachant que Cassandre était censée être à la maison ce jour-là, et ne la voyant ni dans le salon ni dans la cuisine, je me suis dirigé directement vers la chambre et j'ai ouvert la porte. C'est là que j'ai vu un homme sur Cassandre, en plein acte. J'entendais les sons qu'elle émettait lesquels émettait, et malheureusement, cette image refuse de s'effacer de ma mémoire. Le changement de luminosité causé par l'ouverture de la porte les a alertés de ma présence, et ils ont tous deux sursauté de surprise. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte, tandis qu'ils se précipitaient pour s'habiller. L'homme a enfilé son sous-vêtement, attrapé le reste de ses vêtements, et a essayé de me bousculer pour sortir de la chambre. Je ne sais pas s'il savait qu'elle était mariée, ou s'il était un partenaire régulier, mais à ce moment-là, je me suis retrouvé avec une main sur sa gorge. Je ne cherchais pas à l'étrangler, mais ma prise était ferme. Je l'ai giflé 2 fois. Même maintenant, je ne comprends pas pourquoi j'ai choisi de le frapper ainsi,
mais c'est ce qui est sorti de moi. Il semblait choqué, puis prêt à riposter, mais j'ai relâché sa gorge et il est parti. Je me suis alors retourné vers Cassandre, qui luttait pour remettre son soutien-gorge. J'étais furieux et je suis resté là, les fleurs à mes pieds, à la regarder s'habiller en silence. Elle évitait mon regard et je ne savais vraiment pas quoi faire à ce moment-là. Alors qu'elle essayait de se recoiffer, elle m'a dit la chose la plus stupide. « Pourquoi es-tu même de retour ?» À cet instant, j'ai ressenti l'envie de la frapper comme je venais de le faire avec son partenaire. Je voulais tellement la gifler, mais je ne pouvais pas bouger, alors je suis resté là comme un idiot. Elle a évité mon regard et a murmuré « Tu n'étais pas censé être de retour ». Je n'ai toujours rien dit, et elle semblait perdre le contrôle à ce moment-là. « Tu n'étais pas censé être de retour. C'est de ta faute pour ne pas m'avoir dit que tu rentrais. Sinon, tu n'aurais jamais vu ça. Je t'ai demandé une relation ouverte et tu as dit non. J'ai des besoins. J'ai essayé de faire les choses sans te blesser, mais il a fallu que tu reviennes à l'improviste. Pourquoi ?» À ce moment-là, j'ai traversé la pièce, l'ai attrapée par le col de la chemise qu'elle venait d'enfiler et j'ai levé le poing pour la frapper. Elle a eu l'air effrayée et je ne suis pas sûr que je me serais arrêté si elle n'avait pas eu cette expression. Mais je me suis arrêté quand même. Je ne suis pas fier de ce moment. Même hors contexte, ce n'est pas quelque chose que je regarde avec fierté, bien qu'une partie de moi souhaite presque l'avoir frappée, juste pour la satisfaction. Alors que je la lâchais et sortais, je pouvais l'entendre japper derrière moi. « Tu allais me frapper ? Vraiment ? C'est pour ça que je ne t'aime plus. Tu te dis un homme, mais tu n'en es pas un. Tu me dégoûtes. » Et bien d'autres choses encore. Sur le moment, je ne comprenais pas pourquoi on dirait ce genre de choses à quelqu'un qui a failli vous frapper. Mais plus tard, il m'a semblé qu'elle essayait juste de m'agacer et de me pousser à la frapper. De cette façon, elle en aurait pu m'envoyer en prison ou quelque chose comme ça. Je suis simplement sorti de la maison. Je ne pouvais pas gérer ça et ce que j'aurais pu lui faire car la situation me donnait l'impression d'être à 2 doigts de craquer. J'ai trouvé refuge chez un ami qui s'est montré extrêmement compréhensif face à tout ce que je venais de traverser. Il m'a recommandé de divorcer dès que possible, bien que je n'étais pas pressé de le faire à cause du coût des avocats et du fait que je gagnais beaucoup plus qu'elle. J'étais méfiant d'une éventuelle pension alimentaire en sa faveur. Mon ami m'a dit que je pourrais potentiellement obtenir une pension alimentaire réduite si j'avais la preuve de son infidélité. Je savais que le divorce était la solution, donc je ne pense pas que mon hésitation venait de l'idée de vouloir arranger les choses avec elle. Je ne suis pas si idiot. Je pense que Cassandre a en quelque sorte perdu les pédales à ce moment-là, car elle a commencé à m'envoyer des messages me disant que j'avais un petit pénis, que le sien était plus gros, qu'il était meilleur, et ce genre de choses. Je pense qu'elle était stupidement enragée, que je l'ai surprise et qu'elle n'avait pas de réponse émotionnelle rationnelle à cela. Elle me blâmait d'avoir ruiné la bonne chose qu'elle avait avec son partenaire d'infidélité, et c'était sa façon de gérer ses émotions pour une raison quelconque. Mon ami était là et m'a dit de faire des captures d'écran des messages au fur et à mesure qu'elle les envoyait, ce que j'ai fait, et c'était un excellent conseil de sa part. Environ 1 minute après sa diatribe, j'ai vu tous les messages se supprimer. Je ne sais pas si elle a eu un bref moment de lucidité, mais elle a clairement eu des remords. Après cela, elle a juste envoyé des messages m'insultant, et cela ne faisait aucune mention de son infidélité. Mon ami m'a préparé plusieurs versets forts au cours de la nuit jusqu'à ce que je m'endorme. Environ 2 semaines plus tard, j'ai finalement trouvé un avocat spécialisé en divorce qui correspondait à mes moyens et en qui j'avais confiance. Je lui ai présenté ce que j'avais et il a dit que nous pourrions faire quelque chose de solide avec cela. Je me sentais bien à ce sujet
bien qu'il ne semblait pas trop confiant que je puisse m'en sortir sans avoir à payer quoi que ce soit. Il m'a assuré qu'il ferait de son mieux, cependant. Cassandre a reçu les papiers du divorce et a mis environ 1 mois complet pour y répondre. Je pense que c'était un choix intentionnel, car il était clair comme de l'eau de roche à ce moment-là qu'aucun de nous ne voulait rester dans ce mariage. La procédure de divorce a commencé, et Cassandre se comportait de manière absolument odieuse tout au long. Elle essayait de rendre les choses plus difficiles que nécessaires à chaque occasion qui se présentait. À ce stade, nous étions séparés depuis plusieurs mois, donc cela n'avait aucun sens. Elle essayait donc juste de me frustrer, et ça marchait. C'est pendant cette période que j'essayais déjà de passer à autre chose. J'avoue que j'ai commencé par une série d'aventures d'un soir, mais à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi. C'était en partie la raison pour laquelle je n'avais jamais accepté une relation ouverte avec elle. Je n'ai jamais été autre chose qu'un homme fidèle à une seule femme. J'avais l'habitude de beaucoup lire avant que la vie et le travail ne m'éloignent de ce passe-temps, mais j'essayais de retrouver la paix dans des choses qui ne venaient ni pas d'une bouteille. Je me suis donc retrouvé dans une librairie à un moment donné, pendant toute cette histoire de divorce. Je cherchais de la fiction à lire, mais j'avais été absent si longtemps que je ne savais pas par où commencer. Il y avait une dame dans le même rayon que moi. Alors je lui ai demandé ce qu'elle recommanderait si je cherchais à lire de la science-fiction. Elle m'a demandé ce que j'aimais. Je lui ai dit, et la chose suivante que je sais, c'est que nous étions là à parler longuement de livres et de nos séries préférées. Je pense que nous sommes restés là pendant environ 30 minutes avant que je ne choisisse un livre basé sur sa recommandation et que j'obtienne son numéro. Je souris en y repensant parce que mon interaction avec elle était comme un baume sur tout ce que j'avais traversé. Nous avons commencé à sortir ensemble peu après et j'ai été très ouvert avec elle sur le fait que je traversais un divorce, mais cela ne semblait pas vraiment la déranger. Elle a déjà dit qu'elle était contente que je sois franc à ce sujet et que cela n'avait pas beaucoup d'importance pour elle. Elle me distrayait de la douleur dans ma vie à ce moment-là, mais j'étais content de ne pas l'avoir recherchée comme une distraction. Nous nous sommes rencontrés naturellement, et elle s'est avérée être une personne extraordinaire. Le divorce traînait en longueur, et je voulais sincèrement en finir, mais Cassandre ne semblait pas du même avis. À un moment donné, la dame que j'avais rencontrée à la librairie, appelons-la Émilie, et moi sortions ensemble depuis 5 mois, et pourtant je devais encore gérer le divorce. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues folles. Émilie et moi avions passé une belle journée en ville, et nous marchions vers sa voiture dans le parking d'un centre commercial. À ce moment-là, tout s'est passé très vite. J'ai entendu le moteur d'une voiture vrombir soudainement, et un véhicule est venu droit sur nous, mais plus vers Émilie. J'ai essayé de la tirer hors du chemin en tirant son bras, mais elle a été heurtée à la jambe lorsque je l'ai tirée. Je ne peux pas imaginer ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu son cri de douleur et que j'ai vu que sa jambe était cassée au-dessus de la cheville. J'étais sur le point d'appeler les secours avec mon téléphone, mais la voiture avait heurté une autre voiture, très fort, et faisait marche arrière. Elle faisait face à Émilie et moi qui étions au sol, et j'ai dû traîner Émilie entre les voitures avant que le véhicule ne fonce en avant et ne heurte d'autres voitures. À ce moment-là, l'attention des gens était attirée par la scène, et ils s'approchaient. C'est alors que quelqu'un est sorti du côté conducteur de la voiture, et j'ai vu que c'était Cassandre. À cet instant, c'était probablement la chose la plus logique à part l'acte d'une psychopathe. Mais en même temps, j'étais tellement choqué, car il n'y avait aucun moyen de nier qu'elle venait littéralement d'essayer de nous tuer, ou au moins de tuer Émilie. Elle s'est dirigée vers nous de manière menaçante, mais un passant l'a maîtrisée. Pour être tout à fait honnête, j'avais l'impression qu'elle avait perdu la raison.
Je ne pouvais pas imaginer un tel niveau de haine et de folie de sa part au point d'essayer d'écraser Émilie. Je ne pouvais pas l'expliquer, malgré toute la haine que je ressentais pour elle. La police est arrivée peu après, ainsi qu'une ambulance, et ils ont emmené Émilie à l'hôpital. Cassandre a été arrêtée, et alors qu'elle était emmenée, elle a crié dans ma direction. « Ça ne fait même pas 1 an, et tu te promènes déjà avec une putain. » C'était effrayant mais aussi incroyablement déroutant, car elle semblait vraiment penser qu'elle avait été lésée quand je l'avais surprise en train de me tromper, et que je l'avais divorcée pour cela. Elle agissait comme une victime alors que j'avais littéralement surpris en train de coucher avec un homme. Ce fut l'une des expériences les plus traumatisantes de ma vie. Émilie aurait pu mourir ce jour-là. Elle s'est complètement rétablie, alerte spoiler, et j'en suis incroyablement reconnaissant. Quand je lui ai dit que c'était ma future ex-femme, j'étais sûr que c'était fini entre nous. Qui voudrait vivre le reste de sa vie avec une femme folle, essayant de la tuer? Mais tout ce qu'elle a dit, c'est que tant qu'elle serait en prison, il n'y aurait rien à craindre. Bien sûr, les procureurs ont décidé de poursuivre l'affaire, d'autant plus que le parking disposait de plusieurs caméras qui avaient enregistré toute la scène. Apparemment, elle nous avait dépassé une fois et je pense que c'est là qu'elle nous avait identifiés. Elle avait ensuite fait demi-tour et tenté de heurter Émilie. Elle avait clairement pris la décision et ne l'avait remise en question à aucun moment. À ce stade, notre procédure de divorce s'est essentiellement arrêtée en raison de toute son affaire criminelle. Être impliqué dans une affaire judiciaire grave n'est pas amusant, au cas où vous pensiez que le devoir de jurer était le pire qui puisse arriver. Cela a duré assez longtemps, pour être honnête, et cela a perturbé mon travail, ce que je n'ai vraiment pas apprécié. Elle ne valait pas tout ce stress. C'était une promenade de santé pour les procureurs, cependant. Il y avait des témoignages oculaires, des images de vidéosurveillance, et Émilie et moi avons tous deux témoigné de ce qui s'était passé. Il y avait plusieurs chefs d'accusation, mais elle a été reconnue coupable de chacun d'entre eux, dont le pire était la tentative de meurtre. Il ne faisait aucun doute qu'elle essayait d'utiliser la voiture pour tuer quelqu'un, surtout avec la deuxième tentative de nous écraser. Au final, elle a été condamnée à 12 ans de prison. Honnêtement, j'étais choqué que ce ne soit pas plus long, mais on a prétendu qu'elle avait montré du remords pour ses actes. Je pense toujours que c'était un acte et qu'elle n'avait aucun antécédent criminel. Elle avait aussi la possibilité de sortir plus tôt, si elle se comportait bien en prison. Je voulais plus de temps, mais 12 ans de prison n'était pas une petite peine pour quelqu'un dans la mi-trentaine. Et elle devait encore assister à la procédure de divorce à distance, bien que parfois son avocat la représentait entièrement. À ce stade, les choses ont commencé à évoluer comme elles auraient donc dû dès le début, et avec la dernière pièce du puzzle qu'elle nous avait magnifiquement servi, en essayant de tuer ma petite amie, elle n'a rien obtenu, absolument rien. Le juge a refusé de récompenser un tel comportement avec quoi que ce soit qui ne lui appartenait pas dès le départ. Le sourire que cela a mis sur mon visage était énorme, car à ce moment-là, c'était comme si tout s'était assemblé, malgré toute la douleur qu'elle l'avait causée. Cassandre est sortie de ma vie et j'ai l'impression qu'elle était partie pour de bon, même si je sais qu'elle sortira un jour, mais cela rend la vie tellement plus facile à vivre pour être tout à fait honnête. J'ai déménagé de l'ancien appartement car il me rappelait son infidélité, mais Émilie et moi avons trouvé un endroit et nous sommes incroyablement heureux ensemble. Émilie elle-même plaisante en disant qu'elle était heureuse d'être le sacrifice qui m'a aidé à mettre mon ex en prison. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire différemment, peut-être la quitter quand j'ai réalisé qu'elle avait un tempérament colérique, mais à part cela, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est d'éviter les femmes de folle, même quand elles ne l'étaient pas au début. Je suis content d'être mieux loti à la fin,
Et c'est ce qui compte. Cette expérience m'a appris que la vie peut prendre des tournants inattendus, parfois terrifiants, mais qu'il est possible de surmonter même les situations les plus difficiles. J'ai découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas, et j'ai trouvé en Émilie un soutien inestimable. Aujourd'hui, je regarde vers l'avenir avec optimisme. Bien que les cicatrices de cette épreuve resteront toujours présentes, elles seules me rappellent que j'ai survécu et que je suis devenu plus fort. J'espère que mon histoire pourra servir de leçon ou de réconfort à ceux qui traversent des épreuves similaires. La vie est précieuse et imprévisible. Chérissez les personnes qui vous entourent, restez vigilants face aux signes avant-coureurs dans vos relations et n'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Le bonheur peut se trouver même après les moments les plus sombres, comme je l'ai découvert avec Émilie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a pu vous toucher ou vous aider d'une quelconque manière, j'en suis heureux. Prenez soin de vous et de vos proches, et n'oubliez jamais que l'amour véritable existe, même s'il faut parfois traverser des tempêtes pour le trouver. N'oubliez pas de vous abonner à Secrets Intimes et de liker cette vidéo. Activez les notifications pour ne jamais manquer nos récits hebdomadaires de Secrets Intimes.